Bonjour, Kwekwe, hi. Mon nom est Gabrielle Legendre. Je suis l'animatrice de la communauté de pratique pour la sécurisation culturelle dans le réseau de la santé et services sociaux. Je suis aussi l'animatrice de la communauté de pratique aînée pour le volet CHSLD. Donc, après une première activité qu'on avait organisée en mai 2025, on vous propose aujourd'hui la deuxième édition de notre activité, d'un webinaire, dans le fond, qui permet de mettre en lumière des initiatives sur la sécurisation culturelle et les centres d'hébergement soins longue durée. Donc, aujourd'hui, formule un peu spéciale, on avait trop de bons coups à partager. Donc, on a vraiment choisi de donner la place centrale aux initiatives qui vont être présentées et aux personnes qui les portent au quotidien. Donc, ça fait qu'on va avoir un temps d'échange qui va être limité. Peut-être qu'il n'y en aura pas non plus. Ça va dépendre du respect du temps des présentations. Mais on a choisi vraiment de miser sur cette formule-là aujourd'hui pour vous donner le plus possible que vous repartiez avec des pistes concrètes et aussi des contacts pour poursuivre les échanges après l'activité. Donc, on va vous mettre dans le clavardage les adresses courriels des présentateurs au fur et à mesure des présentations. Et vous pourrez bien sûr là, les contacter si vous voulez poursuivre les discussions, poser des questions, si jamais on n'aura pas eu le temps dans la présentation. Donc, sans plus tarder, on commencerait tout de suite avec notre première présentation. Donc, Janice, Jade, Shirley, Saima, on va vous inviter à démarrer votre partage d'écran. Alors, bonjour à tous. Nous allons vous présenter notre équipe un petit peu. Nous allons parler de les milieux de soins de longue durée et la sécurisation culturelle. Je vais juste 2 petites secondes tasser ma barre d'écran qui me cache. Je pince pour changer de diapositive, puis ça ne change pas. Des fois, il y a un petit délai. Euh, Peut-être la flèche en bas. On va voir. OK, ça fonctionne. Parfait. Donc, notre programme s'appelle PLA South. PLA, c'est pour personnes en perte d'autonomie. South pour Montréal. Donc, nous travaillons pour le Centre de santé Nunivik. En haut de nous, il y a la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik. Et de eux découlent 2 centres de santé. Je vais vous expliquer un petit peu quel territoire on couvre après. Donc, mon nom est Jade Bernier. Je suis travailleuse sociale. Je peux expliquer un petit peu mon background. Moi, j'ai commencé pour travailler pour le CSI en 2020-2021 au nord, plus précisément dans la communauté de Puvenituk, comme travailleuse sociale. Et ça fait environ 1 an et demi que je travaille ici là, avec l'équipe à Montréal. Ensuite, on a Shelley. Hi, I'm Shirley Penner. I have a background working with people with disabilities, largely at home. And since 2020, I've been working for Inuit in the north as well, now in Montreal. Hi, my name is Saima. I'm a community worker working for CSI as well. I'm originally from Puvenituk, but I work in Montreal now, and yeah. Hi, my name is Janice Amakwalik. I'm originally from Nunavut, and I've been working as a community worker since February of this year. On travaille aussi avec une agente administrative. Son nom, c'est Sandy Santerre, avec une superviseure clinique qui fait tous les programmes là, de PLA, personnes en perte d'autonomie, KT DIMOC, et notre gestionnaire de programme qui couvre tout le programme santé mentale adulte et aussi personnes en perte d'autonomie, qui est Alexandra. Ah, ça fonctionne. Donc, je vais vous expliquer brièvement là, un peu notre mandat et notre offre de services. Dans le fond, nous, premièrement, on offre des services sociaux qui sont culturellement sécurisants et adaptés aux 7 villages de la baie du Son. Je vais vous les montrer après là, sur
une carte. Évidemment, là, notre mission première, c'est de maintenir et de renforcer le lien entre la culture, la communauté et la famille pour tous les Inuits qui sont hébergés. Ils doivent être hébergés de façon permanente ici au sud. On offre plusieurs services. C'est très large, là, mais de façon générale, évidemment, là, on soutient les liens familiaux. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est exemple, s'assurer que les familles soient toujours en contact, que ce soit par l'entremise d'organisation de vidéos, d'appels, ou si simple que ça, souvent, ils sont même pas en mesure de faire un appel. Ensuite, on fait des visites à domicile de façon régulière. Que c'est la plupart de nos milieux, c'est des résidences intermédiaires et des CHSLD. Aussi, on suit des personnes qui sont hospitalisées et qui sont en attente d'un hébergement permanent ici. On travaille avec plusieurs partenariats et collaborations, on va vous en parler après. Et évidemment, là, on fait, nous, la liaison, le pont entre, évidemment, les milieux de vie en hébergement, comme je dis tantôt, la famille, aussi les travailleurs du Nord, du centre de santé Inuit-Vik, parce que chaque communauté a, si on veut, ce qui est l'équivalent d'un CLSC et des services sociaux. Et on a la chance, grâce à Janice et Saïma, d'offrir des services aussi dans leur langue en Inuktitut. Donc ici, on peut voir, c'est pas actualisé, là, mais un peu le territoire qu'on couvre à Montréal. On a aussi 2 usagers qui sont à Québec, pour lesquels on ne fait pas des visites régulières, mais on est là au besoin. Puis ici, on voit les 7 communautés qu'on couvre. Simon, est-ce que tu veux nous dire comment on prononce? C'est l'expert. So, Kuchuarapik, Umiuyak, Inukjuak, Puvernituk, Akolevik, Ivoyevik, and Salvit. Également, qu'est-ce que je voulais vous nommer? Ah oui, une grosse partie de notre mandat, c'est d'aider dans l'organisation de visites. Donc, chaque usager a droit à 6 visites par année, que ce soit pour aller visiter dans leur communauté ou recevoir des visites qui sont entièrement payées par le centre de santé Inuit-Vik. Donc, c'est quelque chose qui est très important là, pour les personnes. On aide à faciliter le tout et dans l'organisation. Maintenant, il y a Shelley qui va nous parler un petit peu plus comment est né le programme. I've been working at the program since 2022 when we first began. At that time, we were looking for people. We knew people from the North were living in care in Montreal. We did not know where all of them were. Their families were having a hard time finding them. And the workers in the South in Montreal were similarly having a hard time reaching the families in the North. Not everybody there has a phone. They use different ways of communication. We had found that many of our clients were alone in a CHSLD and did not have access to their language, did not know really the staff, the routines. They were isolated and alone, and it took us a little while, but we have retrieved a lot of people. We have also made many connections, and we think over the course of the past 3 years, there's been a lot of change and much more improvement to be made, but we do see a difference since then. Ensuite, Simon va nous parler un petit peu de comment notre équipe contribue à des services et des soins qui sont culturellement sécurisants. So yeah, we offer culturally adapted tools such as apps like Messenger for easier communication with the family members, and emotional charts in Inuktitut and community radio, which is the main source of communication between the community and Inuit in villages, and the importance of traditional food and for comfort and well-being and connection to their culture is very, very. It's a big part of the culture. And raising awareness of long-term care and cultural differences, languages, facial expressions, and interpretation and silence, and key cultural aspects such as this is a no in Inuktitut, by the way.
So if ever, and placing a culture at heart of our intervention, and emphasizing the importance of community and socializing among Inuit people. So. Merci, Simon. Pardon, je n'ai pas changé la slide. Ensuite, je vais vous parler rapidement de nos collaborateurs. Les deux principaux, là, c'est Havivik, qui est un centre de santé pour la famille et communauté inuit. On est là présentement, là, on loue un bureau dans leurs locaux. Il y a plusieurs activités qui sont organisées par eux et dont nos clients participent. Par exemple, chaque mardi, il y a Bannock Time. Bannock, c'est un pain traditionnel inuit. Donc, c'est une occasion où ils peuvent se réunir et socialiser. Chaque mercredi, ils ont un groupe pour hommes. Souvent, ils vont faire des choses plus manuelles, comme la dernière fois, ils ont fabriqué des lunettes de ski pour la neige. Ensuite, ils font des visites à domicile, surtout pour les personnes âgées en CHSLD, hôpitaux, et leur apportent de la nourriture traditionnelle. Comme ça, il m'a dit, ça, c'est une des choses les plus importantes dans leur culture. Aussi, on travaille avec l'Association des Inuits du Sud du Québec, qu'on appelle SQIA. Shirley et Janice, chaque mardi, animent un groupe pour femmes. Donc, c'est aussi là une occasion de socialiser et ils ont un thème là, à chaque semaine. Par exemple, de la couture, une journée de spa. Là, les filles choisissent entre eux. Et chaque jeudi, à l'association, on a aussi une rencontre de socialisation. On est chanceux, là, l'association cuisine la nourriture traditionnelle c'est ouvert à tous les Inuits. Et donc, c'est une façon de garder contact aussi entre eux et avec quelques membres de la communauté. Et le SQIA nous invite à chaque année à leur festin. Là. Ils font environ 3 festins par année, comme ils viennent d'en faire un le dimanche passé pour Noël. C'est très gros dans la communauté. Là. Il y avait plus de 300 personnes. Évidemment, sans le transport adapté, nos usagers ne pourraient pas participer aux activités. Donc, on tenait à le mentionner. Et aussi, évidemment, on travaille en collaboration tout le temps avec les travailleurs du centre de santé Nunavik qui sont au nord. Évidemment, avec les équipes traitantes des milieux de vie. Les hôpitaux, comme je disais tantôt, comme présentement, on a 3 usagers qui sont en attente de placement. Donc, des fois, on aide avec les demandes d'hébergement, faire le contact avec la famille, tu sais, étant donné, comme on disait, qu'ils sont isolés. Ils n'ont pas de famille ici, donc c'est un peu le rôle aussi qu'on joue avec eux, tu sais. Ensuite, il y a 3 maisons, 3 résidences intermédiaires qui sont seulement pour la clientèle des ITSA Inuit. Une pour les hommes, une pour les femmes qui viennent tout juste d'ouvrir et une pour les enfants. Finalement, évidemment, il y a Makivik, qui est un organisme là, du gouvernement Nunavik qui aide avec toutes sortes de programmes et au niveau des finances, comme tout récemment, on est chanceux, là, chaque Inuit avait droit à une carte cadeau Walmart, donc ça nous a permis d'aller magasiner avec plusieurs de nos usagers qui avaient des besoins là, ou juste pour le plaisir. Puis évidemment, Ulivik, qui offre un accès adapté à des services d'hébergement, de repas, de transport pour toutes les Inuits qui ont des rendez-vous médicaux. Donc, c'est un gros collaborateur. Ensuite, je vais vous parler de quelques-unes de nos activités culturellement adaptées que nous avons réalisées jusqu'à date. Brièvement, là, on a, étant donné que plusieurs aiment pêcher, puis ça fait partie intégrante de leur culture, on a organisé une sortie à la pêche. Évidemment, l'enjeu, c'est pour le transport adapté, il faut qu'il y ait une salle de bain, il faut que ça soit adapté. Donc, on a réussi à trouver un endroit qui était au canal La Chine, mais ils ont toutefois très apprécié. Ils ont participé à un concert des tapis Isaac qui vient de Salouit. Ensuite, on a eu don des billets pour participer à 2 parties de hockey des Rockets de Laval. Comme on sait, le hockey aussi, c'est très populaire là, au niveau des communautés. On a organisé une rencontre de socialisation à Ulivik. Il faut comprendre qu'il y a tellement de va-et-vient à Ulivik que quand une personne va là, c'est sûr qu'ils vont rencontrer des amis ou de la famille. Donc,
C'était vraiment intéressant puis le fun de pouvoir faire une rencontre là. Fait un pique-nique au parc, on a organisé une fête de Noël et chaque année, on achète un cadeau pour nos usagers et on les visite et on leur remet leur petit cadeau. Janice a organisé quelques ateliers de cuisine traditionnelle. Vous pouvez voir sur la première photo du PowerPoint, là, c'était lors d'une de ces ateliers. Et on a organisé la création avec des stagiaires qu'on a eu d'une vidéo pour Noël. Je vais vous montrer un petit extrait pour vous expliquer tout à l'heure. Évidemment, depuis que notre équipe a augmenté, on a pu augmenter nos visites, nos activités. Tu sais, au début, Shelley, elle était seule. Après ça, c'est 5 mois. Moi, je suis arrivée, puis Janice, en février. Donc, tu sais, grâce à toutes ces activités-là, les âgés sont plus connectés à leur famille, ont plus de contact avec leur famille, certains qui avaient perdu complètement contact. Ils sentent qu'ils font plus partie intégrante de la communauté inuit, malgré qu'ils sont loin de leur famille. Et ils comprennent, puis leurs droits sont plus respectés aussi depuis que le programme existe. Donc, je vais vous montrer quelques petites photos de nos activités. Alors ici, c'est à la pêche. On voit ici une de nos agents avec des mitaines. Ça, c'était lors d'une activité organisée par le SQIA. Ici, on voit un morceau de beluga et un couteau traditionnel qui s'appelle le houlou, qui est seulement utilisé par les femmes. Ensuite, on a Lizzie qui reçoit le cadeau qu'elle avait choisi, des boucles d'oreilles. Et ici, on voit des photos de la partie de hockey là, pour les Rockets qu'on est allé novembre dernier. Et la dernière, c'est au SQIA, justement, là, l'association lors de nos rencontres des jeudis. Maintenant, on va vous parler de quelques histoires de succès qu'on a eues et comparer un petit peu là, qu'est-ce qui se passait avant l'arrivée du programme et après l'arrivée du programme. Je vais laisser Shelley vous en parler. I spoke to two very concerned workers from CHSLDs. Each had a person from the North living in their CHSLD, and each had unique issues. One was contact with a family member, could not find the client's daughter, couldn't reach them for consent, and the visits were very limited. The client was isolated, alone, lonely. Nobody around her spoke her language, although they did speak English, which she does understand. The second client, he was in a CHSLD. He had not been out of his room for 5 years. He was somewhat angry, had difficulty responding to staff. We intervened with him. It took us a little while to get him to go outside for the very first time, but he did come out with us. And after that, we were able to apply for transport adapté. We were able to bring in people from Haivik who have elder visitors and speak Inuktitut. We were able to get Saima involved to speak Inuktitut. And finally, we got him out socializing with others. And the result was his mood has changed. He is far more cooperative. He's understanding his situation. He feels less isolated. The first lady that we spoke of, Lizzie, and it's a different Lizzie from what you had seen the picture of, the worker in the residence was able to get her the radio online on a tablet. And if anybody has been to the North, you know that the radio is the sound of the North. It's on constantly, no matter where you go. So we were lucky to get one from her village, Pavernatuk, where she heard the events, and that was very helpful. We also found her daughter on Messenger, and that was life-changing. Janice started working with her and her daughter, and there was constant contact. And now the staff are using Lizzie's own Messenger to reach her daughter, and we have no difficulty reaching her daughter now. Her daughter's very much involved, and she also uses the visitors program and comes down to visit with her whenever she can and asks us for assistance if needed. If not, she has a lovely time in Montreal. So we have seen both people feel far more connected to their communities with the SQIA as well as Haivik, who have been incredibly supportive and have provided a village in Montreal for them.
Mark, do you want to talk about So yeah, Mark is a person from Akolivic that was originally moved to an RI due to lack of resources, and he did not speak English or French at all. If ever, it was basic, small. I would say even he could not communicate with the workers at all, and he had to have an interpreter most of the time to receive service, and he wanted to go back to Akolivic so many times that it was a problem, and due to the lack of resources, we could not bring him up there back again. So afterwards, after I intervened and after I started seeing him more often, I started focusing on him more often. He started to feel more welcome, and he started to feel more culturally close to Inuit tradition in the South, and he eventually started enjoying his time at SQIA and enjoying his time eating country food and seeing his family, and yeah. Thank you, Saima. On a plein de belles histoires comme ça, mais malheureusement, on n'a pas le temps pour plus. Alors, je vais vous présenter 2 petites minutes de vidéo. Comme j'ai dit, là, qui a été créé par nos stagiaires qu'on a eus. C'est les 7 villages qui ont participé pour envoyer un petit message d'encouragement pour les Inuits qui sont hébergés ici, loin de leur famille. Et la chanson que vous allez entendre là, a été chantée et jouée par Matsusi, un de nos usagers. C'est celui que vous avez vu dans la photo précédente. Donc, je vais aller chercher le vidéo. OK. Tout le monde le voit? Oh, now we can. OK. Je sais pas si tu veux le mettre en plein écran, c'est bon. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas from Inuit. Huwesop peme, huwesop cherichi, amalohi nusa cherichi, and kasharatalachi. Huwesop pil, hitingusil cherichi. Merry Christmas everyone. Alors, voilà un petit extrait. Je vais vous remettre le PowerPoint. Oups. Alors, vous comprendrez que ça l'a rendu très ému nos usagers là, de voir qu'il y avait des personnes qui pensaient à eux, même loin. Ils nous demandent souvent de le réécouter. Alors, pour terminer, on vous a mis quelques petits liens
peuvent être intéressants, là, comme on vous a parlé de la radio, était tellement importante pour nos usagers. Donc, 3 liens de radio. Aussi, là, l'application d'enseignement vous a parlé. C'est une application qui traduit en Inuktitut. C'est surtout le médical, là, les termes médicaux, les parties du corps, les symptômes, etc. Et finalement, une petite recette là, de Bannock, qui est le pain traditionnel. Donc, merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci à toute votre équipe. Donc, on voit très bien avec ce que vous nous avez présenté, là, l'importance de la continuité culturelle, même à distance du territoire. Donc, c'est plein de belles petites initiatives. Donc, on a partagé vos coordonnées là, si certains participants souhaitent rentrer en contact avec vous. Donc, on serait maintenant rendu à notre deuxième présentation. Donc, j'inviterai Tamara et Robin à commencer leur partage d'écran. Can everyone see it okay? Oui, c'est bon, on voit bien. Okay, so I'm Robin Geyer. I'm the Director of Nursing at Cattery Memorial Hospital. I've been a nurse at the hospital for 20 years. Majority of that time was spent in long-term care, but I do have a nursing experience throughout the hospital. Hi, my name is Tamara Hansen. I am the nursing advisor here at Cattery Memorial in Ganawage. I'm originally from the Nunavik Northwest Territories, so I'm very far from home. I'm Inuit, and I joined the team here about a year and a half ago. I didn't mention that. I am from Ganawage. My mother's from the community. My father's from the States, but I was raised within the community of Ganawage. So we've been working with one of our liaison workers with the SISMO to make a guide for recommendations for CHSLD teams to improve relationships with Indigenous residents through trauma-informed approach. And it's really being produced because we have been getting requests that have been coming to us that if we are limited in our beds within the community, so that if any of our community members end up at external CHSLDs, to kind of give them different tricks and tips to deal with or help to manage some of the clientele they might have. Excuse-moi, Robin, de t'interrompre. Yes. Est-ce que ça serait possible pour vous de parler un peu plus proche du micro? Puis peut-être un petit peu moins vite pour notre interprète, s'il vous plaît. Okay, no problem. So just like I spoke about a little bit earlier, the reason we developed the guide is because we were getting more requests from other outside CHSLDs to support situations where they've had Indigenous clients there with violence and how to manage different behaviors. So for them, there was a lack of clear, practical, and directive tools to support the staff directly on site. And they really just needed the tools to be able to do it and contact people from other Indigenous partners to prevent the residents from being isolated, and then also to give them, again, the tools to have culturally safe support for the residents. So some of the objectives for this project have been to, of course, strengthen the respectful, safe care for these people. So you want to make sure that the Indigenous people that are living in this CHSLD feel that they're respected, that they're in a culturally safe environment. And of course, one of the main concerns was to reduce the risk of re-traumatization. This is something that happens frequently if you're not aware of the triggers and things like this. So we want to make sure that the staff are feeling well equipped with the tools to make sure that they can, appropriately address, some of the triggers, the sense of loss of control, and making sure that the interactions between healthcare professionals and the patients or the residents is in a culturally safe manner. And of course, supporting the psychological well-being of the team. So we want to make sure that the teams feel that they can do their job in a really safe way. And of course, be there to support the patients and residents themselves.
Okay, so we'll go a little bit over what the content of the guide is. So there's 6 themes that are there. The first is a historical context, so giving a little bit of history on Indigenous people and some of the, I guess, challenges that have gone through in history. The second is guiding principles. The third is first approach, which we'll touch on a little bit more later. The fourth is operational recommendations for teams. The fifth is tools. And the sixth is a quick reference sheet. So I'll start with the first one here. So of course it's the historical context. And there's a lot. And so it's a little bit difficult to put into one slide here. However, there's a lot of trauma-related experiences and triggers in healthcare situations and institutions. So we want to make sure that we are approaching this in a safe way. So there's 3 layers to this trauma. So we'll speak a bit about the historical trauma, the intergenerational trauma, and then of course the personal trauma. So this can include racism and common microaggressions. And so this does have various types of impacts, including post-traumatic stress disorder, depression, anxiety, substance use, chronic pain. Of course, the huge one of the loss of cultural identity. This was erased out of many, many cultures here in Canada. And then the disruption of social connections, because in the previous slides, the presentation, they hit on the fact that a lot of people have to leave their home community for health reasons. And so this is something that occurs a lot. And then there's many, many other things that we can touch on, but this is the one slide. So the next part was the guiding principles. So safety and trust, having them feel physically, emotionally, and culturally safe. So things, how you can do that is providing clear explanations, practice ongoing consent, and foster calm, predictable environments. One of the biggest things that I stress every time we've been contacted to say, how do we manage someone who they're having a difficult time with? And for us within our community, it's always speaking to them in the language they prefer. So we're an English speaking community surrounded by French speaking communities. So that alone, them not getting care in the language that they're most familiar with or comfortable. We have many people who don't even understand French. So like that's just a basic thing that can make a big difference for them. Giving them a choice and collaboration. So offering options and co-developing care plans with the person, their family, and if elders and other cultural support persons are available. For us specifically within Ganawage, the family plays a big role. So they are usually involved and they want to be involved. So having them doing that collaboration really helps. Empowerment and strengths-based approach. So recognizing the client's skills and building on them, building on the knowledge and preferences of the person and their family. And then just universal trauma-informed precautions. So adapting your interactions, policies, and environments to prevent re-traumatization. So again, for Ganawage, a lot of things with, if we're looking at residential schools and the history we had, a lot of things were enforced on them. So really taking that time to collaborate and give options and come up with a plan together is a huge key in managing people from Ganawage for sure, but I'm sure it goes across the board. Yeah. So we spoke a little bit at the beginning of the different steps. So this one here is called the first approach. So first stands for family, information, relationship, safe space, and two-eyed treatment. So I'll talk a bit about each one of those. So the family here, we want to include the extended family. We want to make sure that community members are included. There's knowledge keepers and of course friends in the care plan. So this is a collaboration. This is a family-centered approach. And so we want to make sure that we keep that at the beginning there. So information, sharing information, having a two-way conversation, using clear, culturally appropriate and linguistically appropriate language. Again, like Robin mentioned, English. So my hometown also is an English-speaking community.
And like I said, I'm Inuit. And so again, it goes back to the presentation that was just before us, that it's really important to speak to the people in the language that they prefer. The relationship, this one is huge as well. Robin touched on this a bit about residential schools. So my father is a survivor of residential schools. He was put in residential school at a very young age. And so this created a very, very distrustful relationship between, healthcare, education. So we want to make sure that we are slowly and carefully building those relationships in a very gentle way. We want to make sure that we are active listeners, that we're there, we're storytellers. Indigenous people tell stories. They want to make sure that they're being heard. So we want to make sure that it's a respectful conversation. And it's, again, two-way. The safe space, like I already mentioned, we want to make sure that the environment that we're creating for the residents and the patients is safe. There's no racism. There's a safe space that we create for these residents, that they feel they can express themselves and that they can share their spiritual and cultural backgrounds with everybody as well. So the safe space is really important. And the last one here, you may not be familiar with, but it is a term that's been coined here in Canada. It's called two-eyed treatment or two-eyed seeing. So this is basically seeing Western medicine and Indigenous medicine side by side. So we're seeing them incorporate the two of them together. And here at Cattery Hospital, we have a traditional medicine team, and Robin can quickly touch on that. Yeah, so we have our traditional medicine team. It's a small team, but our whole goal within the organization is to give them the option to seek out traditional healing practices if that's what they wish to do. So there is a nurse who's part of the team who will look at if there is any like herbal medicines or any types of medicines that they're using to make sure it doesn't interact with any of the Western medication they might be on, but they offer treatment at different stages in life. We do it as an outpatient, but also to say like palliative care when they're in long-term care, or anything else that they want to seek the traditional practices for. So we do have that available. Yeah, it's an excellent example of two-eyed seeing and two-eyed treatment of making sure that the Western, viewpoint and the traditional viewpoint are coming together for, of course, the residents and the patients. Okay. So we just wanted to bring attention to, before applying any of the recommendations in the document, it's essential to consider the person's life story and personal preferences. For many Indigenous residential school survivors, colonial experiences disrupted culture, language, and traditions, resulting in profound and intergenerational impacts on health and well-being. So it's never going to be like a one size fits all type of thing. It's not like we have a magic formula and apply this and everything will work out. Just with residential school survivors, we've had two sisters who were with us in long-term care, and one of them had a traumatic experience, like never talked about her experience, and you ended up seeing some of her traumas coming out later in life. And then her sister had the greatest experience at residential schools and felt they treated her really well and helped her to develop into the person she was. So it's just to say that not everything is going to be the same for every single person. Some people maybe didn't experience racism as much as others. It's really important overall to just try and have that relationship building and conversation with any Indigenous person you have, to really try and learn the most about them as possible. I know we did a presentation in the past before, and they're like, well, how do you find out if they're a residential school survivor? And it's just really asking them. I don't think it should be the first question you ask them when you meet someone, but as long as you're building up that trust, like we said, they're storytellers. You can ask questions, and really it's valued because then it's felt like you're really wanting to get to know them and know how to best care for them and offer treatment.
So this is a bit of a heavier slide, but we'll go through it slowly together. So phase one, obviously, is recognizing trauma effects. So this, trauma comes out from everybody differently. So we want to make sure that the staff and the team feels prepared and how trauma might present itself. So types of violence, so physical, corporal punishment, food deprivation, overcrowding, these are types of things that the trauma that people have experienced, Indigenous people here in Canada have experienced, and some even still experience. So behavioral reactions that might come out and display are aggression, hostility, distrust of authority, like we mentioned already with regards to residential schools and healthcare. A lot of people were sent away to specific Indigenous hospitals. So there is a huge distrust there. Sexual relationships, so there might be avoidance of physical intimacy. Coping strategies include social isolation, substance use. So, people might be sheltered into themselves, not wanting to share these because it hasn't been a safe space to, share their stories. Psychological manifestations may include PTSD, anxiety, sleep disorders, and then the intergenerational effects here. So this type of thing is transmitted through generations, including defensive, distrustful behaviors, and this is passed down to their children. So we want to be very well aware that it's not only the person that we're dealing with, it's not the patient, but again, it is a whole family. Psychological violence, so this could be humiliation, intimidation, deprivation of family contact. There was a lot of isolation, no communication with family. So again, this can be presented in many different ways. Like I said, generalized mistrust, social withdrawal. Again, here in sexual relationships, it can come out as relational hypervigilance. And coping strategies may include social avoidance, the use of humor or denial. So you'll see a lot, I think, of possibly inappropriate humor. Maybe the family, the patient themselves might be laughing. Again, this is a way that it's a coping mechanism for a lot of Indigenous people. Psychological manifestations can include here depression, low self-esteem, and the intergenerational effects include reproduction of the patterns. So it's the continuing of the exact same patterns through the generations. These are because of the mistrust. Sexual violence could be sexual assault, sexual exploitation that they could have experienced anywhere. So these may show out as hostility towards certain situations, possibly a gender, possibly certain people. And then the sexual side of it would be hypersexualization or total avoidance, of any sexuality. The coping strategies include substance use to alleviate some of these symptoms, to forget, to put it in the back, things like this. The psychological manifestations, there could be flashbacks, there could be disassociation, there's a lot of shame, there's a lot of anxiety related to these things. And the intergenerational effects include transmission of the trauma. Again, like I said, related to consent, intimacy, passed down through the generations. And last part here of this is the neglect or cultural loss, which we've spoken on. So a lot of Indigenous people were banned from speaking their language. They were trying to wipe the cultural history from these children. So that resulted in a complete loss for a lot of people. So they may display this by rejection of the institution, rejection of the staff members, rejection of, the whole concept of being hospitalized or institutionalized. And then the second part, the sexual relations, difficulties in expressing their emotions. So they just don't have the capacity to express themselves in a way that us as healthcare professionals might expect. So they have also different coping strategies for this. So identity isolation, loss of bearings, you're completely removed from everything that you know and everything that you're familiar with. Psychological manifestations include identity distress and cultural anxiety, like I said, because they have this loss of identity.
And the intergenerational effects include loss of language, breakdown in the transmission of knowledge. So it's a huge struggle, identity struggle within themselves. Is there anything that you want to speak to on this? I think it's just really showing that, like, in order to really understand where the different behaviors are coming from, again, you have to be able to build that relationship and ask the questions. Like, the table shows that not everybody is going to react in the same way, and that you could get the same results from different types of violence. The intergenerational effects are a huge component of it. So that even if you're not dealing with somebody who has been in residential schools, you're a couple generations later, you're still seeing the effects of how they were raised by the parents who were in the school. So it's just important to be aware of all of these things and take the effort to really get to know the individual. Mm-hmm. So the second phase is cultural reconnection. The objective is to plan interventions that foster cultural reconnection, including engagement with nature and community. So some examples of activities are gardening, strengthens connection with nature, promotes relaxation, and supports well-being. This is a big activity that we do in our long-term care facility here, that we garden. They enjoy being in the earth, starting from seeds, and then just the satisfaction of being able to eat and enjoy the vegetables or fruits that were grew by them. Mm-hmm. Animal-assisted activities that facilitate positive interactions to reduce stress and improve mood. Musical activities, drumming, collective singing, and other culturally rooted practices to support emotional regulation, trauma expression, and identity reconstruction. We do have singers within our community who will come and do this, but there are CDs available. You can look online to get the different drumming because we've noticed it really does have a calming effect on them. Storytelling activities, share and listen to stories to reconnect with history, culture, and identity, and to build trust and emotional safety. So again, storytelling, there's plenty of resources online on YouTube if you're searching specifically their culture and any kind of stories they might have. Yeah, the one other thing that I want to add to that is it's very important to know where the person comes from, because I'm Indigenous and Robin is Indigenous, but our drumming is very different. And so it's important that you know the patient, you know the client and residents, and that you have the safe space to ask, what is the name of the drumming, or where do you come from, or what is the name of the people that you're from. So I'm a Nuvialuit, so I would say the drummers are a Nuvialuit. So look for Nuvialuit drumming, whereas it would be a very different drumming if it was Robin. Yeah. So phase 3 is trauma-informed strategies. So we want to adopt daily trauma-informed strategies in the following areas. So I'm going to quickly go through this. Communication and therapeutic relationship, like I said, because of the mistrust, environment and care routines, cultural care, spiritual support, preventing re-traumatization during procedures. We want to make sure that we're explaining everything to the patient, to the resident. Collaboration with family and community. I've said this a lot, but I think it's really important. The staff well-being and prevention of secondary trauma. So we want to make sure that our staff is well equipped. And end of life and grief support. We want to make sure that we are there for that and guiding the families through this. Okay. So the implementation plan we have for the areas around us with this guide is weeks 1 and 2, establishing their committees, including nursing, rehabilitation, nutrition, spiritual wellness, safety, and Indigenous partners. If possible, appoint a trauma-informed care lead. Weeks 2 to 4, map re-traumatization risk in spaces, procedure, and communication. Again, about knowing the person and what would be re-traumatizing to them. Prioritize 3 quick win improvements. For example, explanation sheets, continuous consent poster, calming space.
Weeks 3 to 6, you're training teams with short modules that focus on principles and practice, including grounding exercises, implement individualized calming plans for the residents. Weeks 5 to 8, establish support mechanisms, including supportive supervision, debriefings, and peer supporters. And I think the peer support is an important thing as well, like to really stress, because we know that dealing with someone who is maybe resistant to care or not understanding can be really hard on the staff. So the last thing we want is for the staff to get more frustrated with the care and to feel like they're not doing things right. So having that peer support is very important. Week 6 to 10, adjust policies and procedures to reinforce trauma-informed care, continuous consent, de-escalation, and access to cultural supports. Weeks 8 to 12, evaluate implementation using a dashboard and adjust as needed. So the number of de-escalation events, residents and family satisfaction, a sense of safety, and staff absenteeism and turnover. So a follow-up form for tools is like, here would be one of the calming plans that we're referring to. So it's really just filling out the details and being able to implement it once you have it in place. And then we had talked earlier about the quick reference sheet. So again, it's giving all of the different tips and tricks that we would have that at a glance you're able to get quickly to remind you what has to be followed, or the teams what has to be followed. And here's our references. Now that's it. Yeah. Merci beaucoup. Merci Robin, merci Tamara. Donc, je rappelle aux participants qui ont écouté que le guide dont vous avez parlé aujourd'hui est toujours en cours de développement. Si c'est possible pour vous de nous l'envoyer là, quand il sera en version approuvée finale, on pourra le déposer là, sur la page post-activité et dans les bibliothèques virtuelles là, des deux communautés de pratique. Donc, merci encore. Ça illustre bien comment une situation clinique complexe peut devenir un levier de transformation vers la sécurisation culturelle. Donc, on serait maintenant prêt à passer à notre troisième présentation avec Réal. Donc, on va débuter par un petit partage, puis après ça, on va avoir une petite présentation, là, une petite vidéo à vous présenter après que vous ayez fait votre partage. Oui. Bonjour, Réal Raymond, je suis intervenant social de formation, retiré du CIS de la Gaspésie en 2018, impliqué un peu dans le projet de mettre en place un centre d'hébergement pour personnes autochtones sur une communauté autochtone. Donc, on est encore à 18 mois plus tard à l'étape très embryonnaire de mettre les choses en place. On va commencer par vous parler des difficultés qu'on a eues, des difficultés qu'on a, puis des difficultés que probablement qu'on va avoir pendant un bout de temps. Donc, il y a eu une prise en charge par la communauté pour la communauté. Donc, avec les chefs, les conseillers, on a décidé de vraiment aller de l'avant après plusieurs années de discussion. On a priorisé le centre d'hébergement que vous allez voir en vidéo tantôt pour permettre le rapatriement de personnes aînées de la communauté qui ont été expropriés, si vous le voulez, à cause de leur état de santé. Donc, on avait des gens qui se trouvaient à 50, 60, à 100 km de leur communauté. Fait que les visites sont plus rares, sont plus loin, et le sérieux problème qu'on avait à ce moment-là, c'était la communication, parce que la communauté ici, ça parle anglais et Mi'kmaq, et les lieux de résidence qu'ils avaient antérieurement parlent français. Donc, beaucoup de frustration. Puis, quand on a été prêt pour ouvrir les portes, ça a été intéressant de les rencontrer pour leur offrir de revenir de niveau de la communauté, tout en sachant qu'il y en avait qui avaient passé 2 ans à ne pas sortir de leur chambre parce qu'effectivement, la communication n'était pas à son meilleur. Alors, tout débute en plein milieu de la pandémie, les plans et devis, les réunions en Zoom qui finissent plus de finir. Puis en 2023, finalement, première PLTTA
et on débute. Puis en juillet 2024, on a une ouverture officieuse. Parce que là, on a réussi à trouver une ou deux infirmières, on a trouvé du personnel. Et puis là, on a décidé d'aller chercher au moins deux de nos résidents pour s'acclimater un petit peu. Puis nous aussi, là, il fallait s'ajuster un petit peu à leurs besoins. Donc, je vous dirais que ça a été, il y a eu du bon support, comme je vous disais, de l'équipe du gouvernement local, mais une directrice au niveau des services sociaux et de la santé, c'est Donna Metallic, le CEO qui est Bassem Mabradou, puis le conseil de bande a vraiment dit on priorise et on va de l'avant avec le processus. Fait que vous allez voir les photos qui vont suivre là, tantôt dans le PowerPoint. Euh, L'autre bonne chose, parce que je m'en vais dans les bons coups, dans les coups qui sont plus difficiles, mais dans les bons coups, on a actuellement en place au moins 50% de notre personnel qui est autochtone, qui vient de la communauté de l'Estigouche. Donc, ça permet deux choses. Une meilleure communication et quand elle n'est pas en Mi'kmaq, elle est au moins en anglais. Fait que, on entend un peu de français ici parce que je le parle avec quelques employés, mais pour la plupart du temps, on est en anglais. Puis je vous dirais que ce qui est super excitant, c'est quand on entend le Mi'kmaq puis on voit nos personnes âgées réagir beaucoup, beaucoup à la langue quand ils l'entendent. Fait que c'est agréable, je suis content pour eux autres, puis l'objectif, c'est de les ramener dans la communauté. Actuellement, on a 23 lits de disponibles. Sur les 23 lits, on a 15 lits qui sont utilisés par nos résidents. On utilise un peu le système québécois, si vous me permettez, les fameux profils ISO, mais on s'en tient aussi aux besoins de nos personnes âgées qui doivent être hébergées ici. Autre chose qu'on a comme embûche, recrutement des infirmières, mais ça, je pense que la planète au complet a des problèmes de recrutement. 18 mois plus tard, je suis content de vous dire qu'on est complet au niveau des infirmières. Fait que ça nous permet d'ouvrir les portes puis de faire des admissions, mais on fait des admissions sans trop se. On ne veut pas s'énerver avec ça, là, parce qu'on veut prendre notre temps de bien accueillir nos gens, de bien les comprendre, de comprendre leurs besoins, puis de s'assurer que le plan d'intervention reflète les besoins de nos résidents. Des embûches d'ouverture, parce que tout le monde qui a parlé avant moi, vous êtes là depuis un bon bout de temps, mais dans notre projet à nous autres, des contrats d'alimentation, des contrats avec les pharmacies, des démarches administratives avec une non-insured health benefits, excusez mon anglicisme, tout ce qui est fourniture de bureau, tout ce qui est produits nettoyants, déneigement, etc. Là, ça, c'est les derniers 18 mois que faut mettre ça en place, faut mettre ça pour que ça fonctionne. Mais on est quand même content d'avoir des bons coups à travers de tout ça, parce que en plus d'avoir 3 médecins qui sont rattachés avec notre CIS local, ces 3 médecins-là, à tour de rôle, viennent faire un tour dans notre établissement pour évaluer l'état de situation, faire les modifications qui sont nécessaires. Et ces médecins-là sont disponibles aussi au bout de la ligne. Si jamais on a une situation particulière, on peut échanger avec eux. Depuis quelques mois, il y a aussi un médecin qui est rattaché à la communauté, ce qu'on n'avait pas du tout avant. Et heureusement, le médecin il est dans la même bâtisse que nous autres. Fait que ça permet aux gens de la communauté de venir voir le centre d'hébergement tout en ayant un médecin local. C'est deux bons coups là, back-to-back. Autre chose qui est important de savoir, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est un bébé qui grandit tranquillement. Euh, on s'attache avec le CIS local pour certains services, pour certains besoins. On n'a pas coupé de lien avec personne. On travaille très étroitement avec eux. Et puis, bon, je vous laisse regarder le petit vidéo. Le petit vidéo, vous allez voir des images de l'établissement en dedans, en dehors. Puis vous allez aussi voir notre ouverture officielle qui a eu lieu en juillet 2025. Donc, ça ne fait pas tellement longtemps. Vous allez voir les traditions de danse et les costumes qui sont utilisés par nos Autochtones qui font de la danse. Malheureusement, le son n'est pas celui que je cherchais. Je voulais avoir celui des drummers qui étaient ici cette journée-là. Puis on a pris des photos, mais on n'a pas pris de vidéo. Puis on n'a pas pris d'audio. C'est ça qu'on a fait. Donc, je vous laisse regarder la vidéo.
Puis il y a les coordonnées qui vont vous être offertes. Merci. Que vous voulez rajouter quelque chose, Réal? C'est très beau, les photos. Ça nous montre vraiment de quoi peut avoir l'air un CHSLD qui est vraiment ancré dans une communauté. Le seul dernier commentaire que j'émettrais, c'est que tout dernièrement, on avait un inspecteur qui est passé voir notre établissement, puis il nous a même demandé la permission de prendre notre site comme étant euh, un exemple à suivre pour les prochains CHSLD qui se bâtiront sur des communautés autochtones. Fait que je ne peux que dire oui parce que nous sommes très fiers du site qui est en place, puis de ce que ça donne aussi comme lieu de vie. Là, pour nos résidences, moi, je pense que c'est un méchant beau début. Merci. Merci beaucoup. Donc, l'invitation est lancée si vous voulez communiquer avec Réal là, pour lui poser des questions. Vous pouvez peut-être même aller visiter le centre d'hébergement si vous passez par là.
Donc, on serait rendu à notre dernière présentation avec le 6 de la Côte-Nord. Donc, j'inviterai Héloïse, Marie-Lou et Marie-André à partager. Parfait, ça sent bien. C'est Marie-André qui va présenter. Je pense que oui, ça va, parfait. Est-ce que tu es correct pour le partage, Marie-André? On t'entend pas, Marie-André. Est-ce que dans le bas, dans la bande en bas, tu devrais avoir un micro que tu peux ouvrir ou sinon, je vais essayer de t'ouvrir ton micro. Ah, normalement, ça devrait fonctionner. Non? Je vais juste réessayer parce que Là, là, ça ça m'a fonctionne. capable d'activer le micro, puis à la fin, il a fallu que je sélectionne un item différent. Ça fait toujours ça avec Zoom. Désolée. Est-ce que tu es correct pour partager le PowerPoint ou sinon je peux le faire pour vous si jamais. Un instant, voir. Comme c'est ici. Que je vais partager, Gabriel. On n'a pas beaucoup de Il n'y a pas de diaporamiques. problème. Ça Fait que je vais aller dérange pas. chercher. Comme un petit enjeu. Je sais pas si Françoise, ma collègue, tu veux. Est-ce que tu es capable de trouver Marie-Lou pour la piner? Moi, je la trouvais pas. Oui, j'ai réussi à la trouver, puis oui, elle est mise en évidence, mais j'ai pas trouvé Héloïse Ah oui, Carré. c'est Héloïse. Ah, OK. Ce sera pas bien long pour le partage. Ben, je pense que je l'ai. Est-ce que vous Tu l'avez? l'as? Oui. Oui, c'est bon. Parfait. Vas-y, Marie-André. Merci, Héloïse. Mon nom est Marie-André Vaillancourt. Je suis agente de liaison autochtone au 6 de la Côte-Nord. Je suis basée en Mingani, donc je travaille avec les communautés de Nutaquan et des Quansit. Ce sont des communautés Innu. Mes collègues Héloïse et Marie-Lou sont avec moi aujourd'hui. C'est né de l'idée d'Héloïse là, pour la Journée mondiale de l'enfant le 20 novembre de créer une activité spéciale dans les CHSLD. De la Côte-Nord. Alors, dans le fond, on peut changer la diapo. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé l'autorisation à l'ONF et à Kim Bonne-Sawin pour présenter le film Ninanawasat, Nous, les enfants, dans plusieurs CHSLD de la région de la Côte-Nord. Dans ce film-là, ce qui était particulier, c'est que Kim Bonne-Sawin donne la parole à la jeunesse autochtone. Donc, ce sont des jeunes qui parlent et il n'y a pas de spécialiste, il n'y a pas d'adulte qui vient interférer avec la vision de l'enfance. C'est vraiment les enfants qui parlent et ils ont été filmés sur plus de 6 ans. La COVID arrivant, ça a été étendu sur plus long que prévu, ce qui fait que certains des groupes passent de secondaire 1 à secondaire 5 près du cégep et on voit vraiment leur évolution, puis leur désir, leur souhait, puis leur vision du monde. Donc, ces jeunes-là sont Atikamekw, Cri, Iyu, pardon, et Innu aussi. Alors, on a fait la tournée dans les CHSLD, Marie-Lou, Héloïse et moi. On a eu des représentations aux Escoumins, à Saint-Pierre, au Bergeronne, à Bécomo et à Forestville. On voit qu'en général, on a eu 14 à 18 participants dans chaque CHSLD. On a des gens qui sont venus jouer du tambour, du twekan. Et puis, on a aussi eu des usagers autochtones qui étaient présents, donc des petits usagers Innu, Naskapi. Et puis, parmi ces gens-là, il y a plein de souvenirs qui ont été évoqués, puis d'entendre leur langue, on voyait les sourires se dessiner sur les visages. Donc, au-delà des chiffres qu'on a eus, ça a été vraiment un beau moment de partage, là, puis de joie, autant chez les allochtones que chez les autochtones. Donc, ça a mis créer des ponts. Et puis, les gens pouvaient parler là, à un moment donné, on voit là, des collets à lièvre. Donc, les gens ont fait « Oh oui, moi, mon père, tu sais, posait des collets à lièvre. » Donc, ça a suscité un intérêt et une
une discussion chez des gens, des fois, là, qui sont un petit peu seuls puis qui n'ont pas l'occasion de parler beaucoup. Alors, les facteurs facilitants, évidemment, ça a été la collaboration gratuite avec l'Office national du film. Notre contact, c'était Léa Lecudenec, qui est agente de réseautage là-bas. Et puis, on a été mis en lien direct aussi avec la réalisatrice Kima Bonsawin, qui a offert une entrevue à Havre-Saint-Pierre. Donc, on était vraiment fiers de sa belle entrevue, là, elle a été tellement généreuse dans tout ce qu'elle a partagé avec nous. On a eu accès aussi à la version courte. Il y avait une version de 93 minutes, mais on a eu la version de 52 minutes. À Havre-Saint-Pierre, ils se sont trompés. Ils ont fait 93 minutes. Au bout de 53 minutes, ils ont offert d'arrêter, mais les gens ont tous demandé de continuer. Donc, ils ont écouté là, tout au long. Puis, on a eu aussi une collaboration étroite avec les moniteurs, monitrices des loisirs de chaque CHSLD là, qui ont fait l'organisation des lieux, qui ont testé les liens qu'on avait envoyés là, pour s'assurer que tout allait bien aller rondement, puis apporter les usagers, là, amener les usagers dans la grande salle. Fait que merci tout le monde.